Deux énormes bangers avec des francophones à suivre sur la carte de Londres de ce week-end. Tout d'abord, notre compatriote Lozane Keita fait enfin ses débuts à l'UFC face à l'ancien champion du Cage Warriors et athlète expérimenté de 13 combats à l'UFC, Nathaniel Wood. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce combat, Brian? Bah écoute, moi ce qui m'intéresse clairement c'est de voir un petit peu la stratégie de Nathaniel Wood pour résoudre le problème qu'il a en face, hein, tout simplement. Et puis, ouais, faut être honnête. Et puis, bah, Lozane Keita, forcément, moi ce qui m'intéresse c'est de le voir enfin à l'UFC, de voir ce que ça va proposer. Parce que bah, en face de lui, il a quand même un adversaire très expérimenté qui va vendre chèrement sa peau, tu vois. Ouais, je pense que de mon analyse en tout cas, c'est un combat compliqué pour les deux. Et c'est ça que j'apprécie énormément, c'est que pour moi les deux doivent venir bien préparés. Et effectivement, bon, en tant que Belge, très très heureux de voir que Keita fera ses débuts à l'UFC. Puis voilà, il y a toujours ce côté fin technicien du côté de Nathaniel Wood et un peu plus j'aime pas utiliser le terme brawler parce qu'on pense souvent à brouillon quand on entend ça, mais voilà, un style très asphyxiant du côté de Lozane Keita et je trouve que ça se marie très bien pour plaire aux fans. Alors, on a également Axel Sola qui retourne dans sa catégorie de poids chez les lightweight et il y est accueilli par l'ancien double champion du Cage Warriors, le toujours très divertissant Mason Jones. Qu'est-ce qui t'intéresse ici? Ben en fait, c'était un combat où quand ça a été annoncé, je me suis dit wow, ça va être chaud. Et puis là, en regardant un petit peu les combats, je pense que ça va être un combat très intéressant sur tous les aspects. Pour moi, ouais, c'est un combat qui me plaît bien. Le seul truc que je me suis dit en regardant les combats de l'un et de l'autre, c'est ça aurait été bien qu'ils s'affrontent avant en synchrone, tu vois. Sur une ceinture, soit sur la ceinture arrêt, sur la ceinture. J'aurais voulu voir ces gars-là sur synchrone, en fait. En régional, ouais. En Ouais, j'entends régional. l'argument, ouais, clairement. Il y a. Ouais, voilà, c'est deux. Mason Jones en particulier, enfin, c'est deux gars qui ont fait leur dernier combat hors UFC en synchrone, qui ont montré de très belles choses et qu'ils étaient capables de faire ce type de format. Et là, sur cette opposition, ouais, ça va être une belle opposition. Et si ça devait durer plus de 3 rounds, tu vois, si ça continue jusqu'à la décision, j'aurais bien aimé avoir 2 rounds supplémentaires, tu vois. Ouais, je sais pas quelle est la probabilité que ça dure les 15 minutes, mais j'aurais tendance à dire que c'est plus probable que ça aille à la décision que ça se termine avant. Ouais, c'est pour ça. Légèrement, ouais. Donc j'entends clairement. Moi, ce qui m'intéresse ici, ça va être l'approche stratégique de Axel Sola. Je pense que lui a plus d'éléments stratégiques à apporter sur le combat que l'inverse. Ah oui? Tiens, C'est intéressant, parce on que va en discuter. j'ai hâte de savoir ce que tu penses que Mason Jones va faire. Ok. Voilà, les gars, on vous régale avec des analyses juste après le générique. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue Sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Cet épisode vous est sponsorisé par Unibet.fr. C'est la Saint-Patrick aujourd'hui. Et pour l'occasion, rien ne change. Ils proposent toujours les meilleures cotes, notre lien vous offre toujours des crédits de jeu et on insiste toujours à s'inscrire uniquement si c'est pour jouer de manière responsable. Ok, on va commencer avec, soyons chauvins, commençons par la Belgique. Lozane Keita est à 16 victoires pour une défaite sur blessure. Dans sa carrière, il possède 10 victoires par KO, a été champion de l'Octagone chez les featherweight et a gagné leur tournoi lightweight en 2024. La finale, c'était son tout dernier combat en décembre 2024. Quelles sont ses forces et ses faiblesses, Brian? Je pense qu'une de ses forces, hein, c'est sa force brute. Hein. Quand il frappe, j'ai l'impression que c'était très très violent. Et il éteint littéralement ses adversaires. Mais je pense pas que ce soit il faudrait résumer ses forces uniquement à ça. Moi, j'ai noté que c'était un droitier. Il a un bon travail avec son bras arrière. Il va chercher le corps, il va chercher la tête. Il défend bien. Enfin, je trouve... forcément, c'est un striker, clairement. Et je trouve qu'il est en constante progression. C'est un gars, je pense, qui a commencé relativement tard. Enfin, c'est pas quelqu'un qui a été formé directement. Je pense qu'il est passé en pro très rapidement et il s'est formé sur le tas des compétitions. C'est simple, son premier combat, c'était chez moi. Et c'était en 2017. Mai 2017. En quoi? En amateur? En amateur. Il est passé en pro au bout de combien de temps? Il y a 9 ans, il faisait son premier combat amateur. Et après?
C'est une bonne question. Je crois qu'il est passé très très vite pro après. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, J'ai ah allé voir. non, je dis. Bah, il a fait 2 Attends. combats après. Il a fait 2 combats amateurs après. Et en 2019, il était pro. 2019. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est Ouais, bien. tu sais quoi, j'ai oublié. Quoi? Il devait prendre Issa Isakov à mon tout dernier événement. Ah. J'avais complètement oublié que j'avais organisé ce combat et qui a été annulé. Le Sene Keita n'a pas pu combattre. Oh, ça aurait été sympa, ça. Ça aurait été sympa. Ouais. Donc, pour moi, ça reste quand même encore un gars qui progresse et c'est aussi une de mes attentes sur ce prochain combat. Et notamment, bah là, j'ai regardé le dernier combat qu'il avait fait contre Paradésert, tu vois. Je trouve qu'il y a de très belles choses, quoi. Il se déplace bien, il cadre bien. J'aime bien le genre de cadrage où tu avances comme ça, tu mets sous pression, et si l'autre essaye, hop, tu recules, puis tu remets sous pression comme ça. Ça, c'est des choses que je trouve très, très intéressantes. Bah, comme je l'ai dit, hein, les changements de niveau, le travail du bras arrière au corps, le travail du bras arrière à la tête. Et puis, bah, effectivement, une fois qu'il sent que l'adversaire a été touché ou est blessé, il vient pour éteindre, et c'est très, très agressif, quoi. On avait déjà utilisé le terme prédateur pour lui. Il a un peu ce style-là de venir asphyxier, prendre de l'espace et créer du stress chez l'adversaire qui peut faire des erreurs. Et Ouais. s'il fait pas d'erreur et qu'il n'ose rien, bah, il va tout simplement le manger aussi. Ouais, exactement, exactement. Donc c'est vraiment ça. Il se met toujours dans une distance où l'adversaire a l'impression qu'il va le toucher et puis, bah, il le rate de peu, il est directement dessus et donc on a des adversaires qui sont «légèrement en panique» entre guillemets, qui vont reculer et puis, bah, là il va toucher, de manière, très puissante, quoi. Ouais, j'ai l'impression donc il y a athlétisme aussi, surtout au premier round et deuxième aussi, je trouve. Il est assez efficace, peu importe le positionnement de ses pieds. Tu vois, il y a certains combattants comme ça qui sont capables de générer de la puissance de frappe, peu importe comment leurs pieds sont positionnés. Pour prendre le meilleur exemple en anglais, c'est Mike Tyson. Donc, ouais, pas un profil facile à aborder, surtout sur 3 rounds. J'ai l'impression que sur 5 rounds, on aurait peut-être plus de chemin de victoire contre un Sene Keita que sur 3. Ouais, 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 clairement, clairement. Et Et donc puis là aussi, en vrai, hein, les chronologies, les lignes du temps ne se croisent pas, mais le Sene Keita contre un Nathaniel Wood, s'il y avait des chronologies différentes, ça aurait pu s'affronter pour des ceintures locales sur 5 rounds. bah, il a fait que du 61 en local, C'est vrai, Wood. c'est vrai. Donc, ça aurait été compliqué. Ouais. Et voilà, c'est un combattant qui avance et donc le fait d'avancer, moi je trouve que bah, ça lui permet aussi d'avoir entre guillemets, une bonne défense de lutte, tu vois. Ça lui permet de pouvoir sprawler relativement rapidement, de pouvoir défendre et ça reste aussi une force. Dans ses faiblesses, bah, je pense que la question elle revient, c'est qu'est-ce que ça donne s'il est testé en lutte et en grappling. Euh, ça l'a été légèrement testé hein, sur un des combats. On en avait déjà parlé Agui Sardari, ouais. contre Agui Sardari. C'est un petit peu passé aux oubliettes, mais je crois que c'est le dernier round que Agui Sardari emporte comme ça. Ouais, il lui met 4 takedowns. Pas beaucoup de contrôle derrière, cependant. Le Sene Keita, très, très fatigué dans ce 3e round. Ouais. Donc, c'est un peu... pour moi, la zone grise où la question à se poser, c'est est-ce que c'est la gestion d'énergie qui a posé problème et qui a fait qu'il était plus facile à amener au sol dans ce 3e round pour Agui Sardari? Ou est-ce que c'est réellement une histoire plus technique avec du coup des chemins exploitables en lutte contre un Lozene Keita? Je pense qu'on est un tout petit Bon. peu dans la première option où vraiment le Lozene Keita, tu vois visuellement qu'il est épuisé dans le 3e round. Ouais, Et bien forcément, sûr. dans la fatigue, bah, tu tombes plus facilement. Mais il n'a pas encore été réellement testé par des lutteurs de très haut niveau. Non. Et donc, on se retrouve dans cette zone grise. Et le Peut-être grappling qu'il non plus. Hein. voilà, peut-être qu'il défend très, très bien. Peut-être qu'on est sur Mauricio Ruffi ou Max Holloway. Et il y a un vrai chemin dans ce département. Ouais, oui, peut-être. Donc ça, c'est la zone grise. Alors, quand on parle de zone grise, hein, ne tombez pas dessus, c'est des choses où, bah, voilà, on ne sait pas. Et alors, certains me diront, ouais, j'ai vu un entraînement, ceci, machin, peut-être. Mais la question, c'est l'entraînement, quoi. Ouais, ben c'est Donc, ça. avec qui on a eu un grappling où on Au aurait pu LSFC, voir. ouais. Hein? Au LSFC.
que tu as organisé. que j'ai organisé. Vas-y, le Donc Zenny là, Keita, tu le places partout, en fait. ouais, c'est ça. Mais j'aime bien. Moi, j'aime bien le Zenny Keita. Donc, effectivement, quand j'ai l'opportunité de le placer, enfin, quand j'organisais des événements, il faisait partie de ma liste de combattants à contacter assez rapidement. Et c'est vrai que de base, on comptait le mettre contre Benoît Saint-Denis. Les deux avaient accepté. Ah. Et 3 heures après avoir signé les contrats, Benoît Saint-Denis s'est blessé à la cheville. Ah ouais. Donc, c'était signé. Comme ça, ceux qui savent pas, ouais, on a failli avoir BSD contre le Zenny Keita en grappling au premier main event du LSFC. Finalement, on a pris le petit frère de Abdouragimov. Et c'était pas un combat très intéressant aussi. De mémoire, ça. c'était ma faute. C'est Pourquoi ma faute parce que j'avais mis des règles en place qui n'amenaient pas vraiment à engager le combat, on va dire. C'est-à-dire C'était submission only sur un round de 8 minutes. Il n'y avait pas de points, donc si tu ne te faisais pas soumettre, c'était égalité automatiquement. Et dans ma tête, je m'étais dit, il y aurait une prise de risque parce que voilà, il n'y a pas de points, donc tu vas chercher à prendre. Tu t'en fous de perdre une position ou ce genre de truc, tu es plus axé sur la soumission. Et la réalité, c'est que tu avais plus une vision genre, tant que je ne me fais pas soumettre, au moins je ne perds pas. Et que ce soit ce combat-là ou l'autre que j'avais fait, la trilogie entre Amin Ayoub et Damien Lapillus, les deux combats ont été un peu des no-match où il n'y a pas eu beaucoup d'action. T'aurais Donc, dû leçon mettre à tirer, voilà. des règles de stalling, tu vois. C'est ça, ouais. Leçon à tirer, clairement, le submission only ne fonctionne pas en grappling pour donner du spectacle. Ah bah si tu mets des points de stalling, ça veut dire que si l'adversaire ne montre pas de volonté de chercher une soumission, il prend un avertissement et l'autre prend un point, tu vois. Ouais, du coup, ouais. Et donc, tu as quand même donc, des points, mais c'est sur des avertissements. Hein ouais, donc tu as quand même des points, mais c'est sur des avertissements. Quoi. Non, l'avertissement, c'est avant de donner le point. Ah oui, tu donnes un avertissement, le gars, il veut pas engager le combat, il est toujours en train de fuir le contact. L'autre prend un point, il prend un point de pénalité, donc l'autre gagne un point. Donc tu peux avoir des combats qui sont gagnés à je sais pas moi, 3-0, des trucs comme ça, tu vois. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, effectivement, sinon, tu viens prendre ton chèque, tu refuses l'affrontement, quoi. Ouais. Moi, tu sais quoi, j'étais parti n'importe où. Moi, j'avais pensé à dire, OK, si c'est égalité, les deux gagnent une prime. Et s'il y a un gagnant et un perdant, les deux gagnent plus. Donc, si tu perds, tu gagnes plus qu'en cas d'égalité, financièrement. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'invente, tu prends 1 000 € l'égalité, 2 000 € la défaite, 3 000 € la victoire. Ouais, je vois. Ouais. Ça Ouais, peut mais être bon, voilà. c'est toujours pareil. Tu veux pas avoir un rouge sur ton palmarès, etc. Tu vois. C'est du grappe quand t'es un Non, combattant de MMA. oui, ouais. écoute, sur Tapology, ça reste du rouge. Hein. Ouais, c'est vrai. Si ça s'affichait directement MMA et après tu pouvais rajouter tous les combats, tu vois, mais c'est l'inverse. Ouais, c'est peut-être une mise à jour à faire sur Tapology alors. Ouais, moi je préférais parce que ça me saoule de décocher tous les grappling, box, exhibition fight et tout le bazar. Ouais, t'as des combattants, ils ont tout fait là, tu vois. Ils ont Muay Thai, boxe, grappling, BKFC. T'es là, tu fais OK. mais voilà, donc on a même pas sur ce combat-là beaucoup d'informations sur le grappling, si ce n'est qu'il y avait pas mal de refus d'engager, quoi, tu vois. Ouais. Ça donne quand même des indications sur c'est pas le domaine dans lequel il a envie de s'exposer non plus, tu vois. Voilà, donc zone grise et puis mais alors, est-ce que ça va jouer sur ce combat? Ça va être la question. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc, parlons d'abord de manière générale de Nathaniel Wood. Donc, il sera face à son public. C'est le poulain ultime de Brad Pickett. Il est à 22-6 dans sa carrière, 10 victoires pour 3 défaites à l'UFC, 6-1 dans ses 7 dernières sorties, avec notamment une victoire sans appel contre Morgan Charrière. Décris-moi son profil. Nathaniel Wood, donc droitier, plutôt petit pour la catégorie, c'est un ancien 61, je pense qu'il faut le noter, parce que je trouve que ça se remarque encore hein, sur les combats. Moi, ce que j'ai noté, ce qu'il a de très bon, c'est ses calf kicks notamment, son jab, son check hook, donc le crochet avant. Vraiment le check hook, par exemple, il va envoyer son low kick jambe arrière et puis il va revenir avec son crochet avant et il touche bien. C'est un gars qui aime l'échange et le contact. Donc pour obtenir cette distance d'échange et de contact, il utilise beaucoup la garde haute, donc les deux mains sur la tête, ce qui a aussi des avantages, hein, bien évidemment. Et dans ces désavantages, c'est de se faire toucher. Donc on l'a déjà vu se faire ébranler à plusieurs reprises dans ses combats. Donc se prendre des knockdowns. Je sais pas s'il a déjà été mis KO, je suis même pas sûr. Hein. Ah si, contre Dodson. John Dodson, ouais.
Donc, mais par contre, je pense qu'il a un relativement bon menton. Donc, il s'est Ouais. fait toucher, mais il revient dans le combat. Il est capable de gagner des combats, même en ayant été durement touché avant, quoi. Bah, contre José Delgado, son dernier combat, le fight of the ever, enfin, le round of the ever de Cage Warriors contre Josh Reed. Ouais. D'ailleurs, c'était une belle bagarre dans la cage et en dehors de la cage aussi, si tu t'en souviens bien. Ah non. Tu te rappelles pas? Attends, on était là pour ta première victoire au Cage Warriors Ouais, contre ouais. Ah Ogorman. oui, il y Et avait après, une on était bagarre, dans je le crois. public. Et dans le public, il y a eu une belle petite bagarre à 10 mètres de nous, là. Bagarre générale entre les Gallois et les Anglais, quoi. Ah, je me rappelle plus trop. Mais oui, ça me dit quelque chose comme ça. Ouais, non, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt engagé partout. Mais Ouais, donc, ceux qui n'ont pas vu d'ailleurs ce combat Nathaniel Wood contre Josh Reed, allez le retrouver. Ça vous prendra 2 minutes et c'est assez fun à regarder. Et puis, ça montre effectivement ce côté bon menton et capacité à répondre en étant touché. D'ailleurs, je trouve que contre José Delgado aussi, hein, il est bien touché. Au sol, il fait un bon travail en étant sonné. Je trouve que c'est quelque chose à noter. Tu vois, il prend son knockdown et puis il va chercher une octopus. Il travaille bien avec Ouais. l'octopus. Et donc, je trouve ça intéressant. Tu vois, quand tu es sonné, tu n'as pas spécialement cette vigilance, ce côté alerte d'aller chercher ce genre de technique pour te sécuriser ou gagner du temps ou simplement sortir de la position. Il a Mhm. bien bossé à partir de là. Écoute, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit. J'avais noté exactement jab, excellent crochet, bon low kick et calf kick. J'ai noté statistiquement 56% de ses frappes vont à la tête. Donc moi, j'aime bien ça, des combattants Mhm. qui sont aux alentours de 50% de frappes à la tête et donc les 50 autres pourcents répartis sur les 2 autres niveaux. Et alors, j'ai noté aussi, ces 9 derniers combats sont allés à la décision, victoire comme défaite. Ouais. Bah écoute, moi, ça rejoint un truc, c'est que je pense qu'il est quand même très endurant. Mhm. Et au-delà d'avoir un bon menton, il a aussi un bon mental. Ouais. Il tient. Et j'ai pas regardé sur les trucs, mais je pense que les derniers rounds, il est souvent. Il les prend souvent, les troisièmes. Il Ouais. les prend. Delgado, il le prend clairement. Mhm. Oh, non, Pineda, je pense qu'il a pris tous les rounds sur Pineda. Hein. Ouais. Donc ça, non. Et Naimov, je me rappelle plus du scoring, mais c'était un combat très serré. Ouais, Naimov, c'était un peu controversé dans le sens où Naimov, il avait fait beaucoup de fautes. Et Ah ouais. tu vois, et donc c'est une défaite, je dirais avec une astérisque à côté, tu vois. Il pourrait facilement être sur 7 victoires consécutives là. Mm. Et Charles Jourdain, j'ai pas regardé le scoring, mais je pense que sur les derniers rounds, c'est là où il met le plus de takedowns, c'est pas ça? Ouais, en tout cas, de tête, parce que c'était à l'UFC Paris 1, il était underdog et il avait bien dominé, hein. Il avait bien dominé. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc voilà, donc pour moi, ça reste quelqu'un qui est vraiment endurant, vraiment solide, gros mental, bon menton. Je vais pas mettre gros menton, mais bon menton, parce qu'il a déjà été sonné. Et alors, les points négatifs, toi, Bah écoute, voilà, moi quand on dit bon menton, ça veut dire qu'il se fait beaucoup connecter quand même. Je dirais ça. Et au-delà de ça, je le trouve assez complet et par conséquent, c'est le côté, il excelle pas spécialement à fond dans un département. Bah écoute, ouais, c'est plutôt pas mal. Parce Moi, qu'en gros, voilà, en gros, je l'ai déjà vu perdre debout, je l'ai déjà vu perdre face à Oh, des gars qui savent le mettre au sol et je l'ai déjà vu en difficulté au sol. Donc pas en grande difficulté, jamais en grande difficulté, tu vois, il y a jamais un gap non. de niveau énormissime, mais il y a des profils qui sont capables de le dominer dans n'importe quel département aussi. Ouais, c'est vrai. Bah écoute, moi j'ai mis grappling, lutte, point d'interrogation, tu vois, parce que bah, je pense que ça, il y a vraiment un questionnement sur ce combat et j'ai noté moyen. Et ça rejoint ce que tu dis. Je pense que son grappling, sa lutte, bah, il les bosse, il les travaille. D'ailleurs, bah, si on va sur Tapologie, on voit qu'il a des combats en grappling. Et, et en lutte, il a des bons takedowns, hein, notamment bah, contre Charles Jourdain. Il y a des belles choses qui sont faites. Par contre, c'est vrai que derrière, bah, voilà, il va bloquer les prises de dos. Bah, s'il laisse l'adversaire aller vers la cage, donner son dos, il perd souvent le dos, par exemple, tu vois. Il y a pas, voilà, comme tu l'as dit, je pense que il est bon partout, donc d'une certaine manière, il est moyen partout, quoi. Ouais, c'est ça. Il a peut-être le curseur quand même un peu plus sur le striking, tu vois. Tu dirais, Oui, j'invente, hein, si on lui donne 8 sur 10 sur le striking, il est plus à 6 sur 10 sur lutte, enfin, peut-être 7 sur 10 sur la lutte et 6 sur 10 sur le travail au sol. Mais voilà, oh, peut-être l'inverse. c'est assez. Ok. Ouais, bah écoute, oui, clairement, clairement. Et d'ailleurs, bah ça fait partie pour la suite sur, je sais pas si t'as regardé les stats, parce que
On va peut-être en parler sur le game plan plutôt. Bah, voilà, donc niveau game plan, je trouve ça très intéressant. Le Sene Keita, clairement, est très dangereux sur les premières minutes. Et quand je dis premières minutes, c'est pas seulement le premier round, c'est dans le deuxième round, il est aussi très, très dangereux. Il est très difficile à amener au sol. Et il a un peu quand tu as un profil comme ça, tu aurais peut-être tendance à dire ok, je laisse passer la tempête au début, mais je pense que ça fonctionne pas contre le Sene Keita. Ça Parce que fonctionne plus. si tu as ça fonctionne plus. Si tu as ce truc, je laisse passer la tempête, ben, il va trouver son ouverture, il va te finir. Donc tu dois montrer aussi que toi, tu es prêt à engager pour lui faire peur sans laisser trop d'ouverture. Donc voilà, si tu étais dans le coin de Nathaniel Wood, quelle serait ton approche ici? Alors, si j'étais dans le coin, bah écoute, les Anglais, quand même, en règle générale, ils sont assez tournés vers les game plans. Ça, il faut le souligner. Et en règle générale, s'ils sont face à des gros punchers, on l'a vu hein, historiquement, eh bien, ils vont chercher la lutte. Ouais. Donc moi, personnellement, j'en ai fait les frais, tu vois, où après les 2 victoires par KO, les gars, ils plongeaient directement très rapidement dans les jambes et pour faire que du grappling. Alors que je pensais que c'est des gars qui allaient vouloir échanger debout, tu vois. Il y a eu Chris Mia. non, mais sur tu parles plus de toi, l'historique, tu pardon. vois, en Ouais, règle générale, tu vois, sur le circuit anglais, ça shoot très rapidement dans les jambes. On a eu Gaetano, si tu te rappelles, Ouais, quand il contre avait Arnold combattu Allen, ouais. Arnold Allen, où on s'attendait à ce que ça se frappe, tu vois, et Arnold Allen, bah voilà, il est très bon, et puis bah, ça a shooté directement, ça a bloqué. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'ils se disent, bon, bah, face à un striker comme ça, avec le punch qu'il a, il faut que tu trouves le moyen de l'accrocher, de prendre son dos et de le tester au sol. 100%. Pour autant, Ah bah ouais, pour autant, si tu regardes sur le passif de Nathaniel Wood, il n'a jamais, j'ai pas de souvenir d'un combat où il s'est dit tiens, je vais. Mais en même temps, il a pris quasi que des. Mais est-ce qu'il a vraiment affronté un gros... À part John Dodson, qui a vraiment le KO power, Ouais, bah sur c'est son vraiment palmarès, ça. je vois pas spécialement quelqu'un qui a cette force de frappe qu'a le Sene Keita. Donc, enfin, il pourrait avoir... Ah oui, peut-être José Delgado, en fait, qui est le dernier combat. Ouais. Mais écoute, oui. Mais José Delgado, il s'était dit qu'il allait être capable de se De le battre taper debout debout, et ouais. ça a fonctionné, tu vois. Ouais. Peut-être où il y a eu le plus de moments où il a accroché pour mettre au sol, c'est contre Charles Jourdain. Et je trouve que, comment dire ça, le début de combat de Charles Jourdain, je pense qu'il a quand même bien inquiété Nathaniel Wood. Et quand Nathaniel Wood a eu une opportunité de mettre au sol, il a conservé au sol. Mhm. Hein. Mais il n'y avait pas d'intention dans le game plan à la base. Mais c'est ça, en fait, tu as l'impression que Nathaniel Wood, il approche le combat en disant « Ok, je devrais être capable de battre n'importe qui debout ». Et c'est plus au moment où il se dit « Moi, en fait, j'ai peut-être mal évalué ce chemin de victoire, je vais aller tâter le reste ». Contre le Sene Keita, ça pourrait être une erreur. Moi j'avais noté lutter pour fatiguer au début et puis lutter pour mettre au sol dès qu'il sent la fatigue de le Sene Keita. C'est aussi simple que ça, j'avais mis. Maintenant, peut-être que je surévalue en tant que Belge le niveau debout de le Sene Keita et qu'eux, ils seront plus à l'aise à l'aborder debout, mais je vois ça comme un gros risque quand même. Ah ben, je te rejoins à 100%, hein, je te rejoins à 100%. Moi, personnellement, je pense qu'ils vont arriver avec un game plan comme d'habitude, quoi. On va échanger debout, et puis s'il y a une ouverture pour prendre le dos, mettre au sol, sur l'opportunisme, tu vois, mais clairement pas l'inverse. Je pense pas qu'ils vont arriver en se disant, vas-y, on le fait bosser, on l'aspire, on l'attire, et puis directement, tu descends dans ses jambes, tu prends son dos, tu le mets au sol, tu le mets à la lutte, tu le fatigues, double leg et tout. Je serais très étonné d'avoir un game plan comme ça, et je suis même pas sûr, en plus, que Nathaniel Wood ait les compétences pour le faire, tu vois. Ouais. Il pourrait surprendre à le faire, mais à voir. Pour moi, le game plan ici, c'est vraiment très très important du côté de Nathaniel Wood. Je pense que c'est lui qui doit venir avec une stratégie plus que l'inverse. Oui, je suis d'accord. Alors, s'il a vraiment confiance en ses compétences debout contre le Sene Keita,
Bon, ça me plaît, parce qu'on verra du coup pas mal d'échanges debout et je suis très intrigué parce que ça va donner la complémentarité entre les deux. Mais si je dois vraiment avoir un attrait stratégique du côté anglais, j'aimerais le voir justement avec un peu une nouvelle approche de combat. C'est son 14e combat à l'UFC. Moi, j'aime bien les gars qui se réinventent quand c'est pas trop tard. Et Mhm. Nathaniel Wood, il a toujours eu son style. Alors, je ne sais pas ce qu'a l'UFC contre lui parce qu'il ne lui donne pas vraiment d'opportunités, je trouve. Alors, je ne sais pas comment ça se passe niveau management et tout ce qui s'ensuit, mais voilà, le mec, il vient de prendre Delgado, maintenant il prend le Sene Keita alors qu'il est à 6-1 sur ses 7 dernières victoires. Tu aurais tendance à dire, mec, donnez-lui l'opportunité de rentrer dans le top 15, quoi. Euh, mais voilà, son style l'a jamais amené à vraiment se rapprocher du top 10. Et donc peut-être qu'il doit remettre un peu en question ce qu'il fait dans la cage pour avoir ce nouveau step. Et c'est peut-être l'opportunité pour lui de réinventer et monter son 6-7 en lutte grappling vers le 8 pour ce combat-ci. Ouais, peut-être, peut-être. Du côté de l'Océan Keita, est-ce que la clé, c'est plus dans la gestion d'énergie, en étant celui qui inflige les frappes les plus impactantes, mais en étant suffisamment frais dans le troisième round pour pas avoir des moments de stress comme il a pu avoir contre Aguy Sardari? Parce qu'au final, quand tu observes les combats de l'Océan Keita, il y a une défaite, c'est sur blessure, donc tu tires pas trop de leçons par rapport à ça. Non. Et le combat le plus chaud, c'est contre Aguy Sardari. Et la leçon à tirer, c'est OK, il faut que je rentre dans un troisième round en étant plus frais que ça. Écoute, oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Je suis plutôt d'accord avec toi. Mais je pense qu'il va le faire. Je pense qu'on a vu notamment sur le combat qu'il a fait contre Paradiser qu'il était capable de mieux gérer son énergie, de rentrer dans le deuxième, de pas s'emballer, quoi, tu vois, sur Ouais. si c'est touché. Bon, face à lui, il avait quelqu'un physiquement qui était bien, quoi, tu vois. Ouais. Mais moi, je pense qu'il devrait vraiment partir sur cette approche-là. Donc, une approche de chasse, mais beaucoup plus lente, beaucoup plus prolongée dans le temps et peut-être trouver ses opportunités fin du premier, début du deuxième. Je le vois vraiment pouvoir connecter et une fois que c'est touché, ne pas chercher vraiment la bagarre, mais vraiment chercher les coups durs aux beaux endroits, tu vois, pour Ouais, éteindre. le facteur X, c'est peut-être là d'ailleurs, c'est peut-être, OK, c'est ton premier combat à l'UFC, mais viens pas prouver avec un finish au premier round. Battre Nathaniel Wood, en soi, c'est déjà une grosse prestation, peu importe comment c'est. Si tu le termines, c'est énormissime. Comme je disais, les 9 derniers combats de Nathaniel Wood, c'est à la décision. Il s'est fait éteindre que par une seule personne, c'est John Dodson quand même, quand lui était en début. Mm. Enfin, il y avait un gap de niveau, quoi. Je trouve que quand ils se Oui. sont affrontés, moi j'avais vu le combat, j'étais là, je suis waouh, le step-up pour Nathaniel Wood, et il était bien dans le combat. Ah, moi, j'ai trouvé son début de combat Ah plutôt ouais. très bon, hein. Ah ouais, donc ici, c'est peut-être le facteur X. Et voilà, j'aimerais voir un Lucene Keita qui vient pour la victoire et qui vient pas pour le spectacle et offrir un gros divertissement au public. Ouais, bah, je pense qu'il va être capable de faire ça, moi. Je Moi pense aussi. que Ouais. je pense que c'est des trucs, tu vois, qui sont plutôt assez dits dans le milieu pour dire si tu veux le chaos, cherche pas le chaos, tu vois. Et Surtout quand tu as Lucene Keita. T'as pas besoin de voilà, chercher le chaos pour l'obtenir. Donc, oui. Voilà, donc ne pas surengager ses frappes. Si à un moment, il y a un coup qui touche le menton, même à 40% de sa puissance de frappe, ça peut mettre le knockdown et puis bah, après prendre le temps de pouvoir finir, tu vois. je crois que c'est l'instruction que j'ai le plus donnée à Alain Neder. Parce que lui aussi, il surengageait dans ses frappes alors qu'il n'avait pas besoin de surengager pour mettre des KO, quoi. C'est vrai. Alors, si tu devais émettre ton pronostat, lequel serait-il? Oh, Bon, moi, j'ai triché pour oh, prendre mes je suis notes, perdu. Attends, mais je viens de perdre mes écouteurs. tu voulais pas écouter la question. Si, j'ai entendu. Ok. Mais mon pronostat, qu'est-ce que... Franchement, à l'annonce, j'aurais été sur presque un pick-em. Mhm. Maintenant, en regardant les combats, je vois Keita favori. Ouais. Et je le vois... je le vois 65-35. Je le vois... Ouais, bien favori, quoi. Ah bah, Je pars, tu vas aimer ce que je vais dire. Mais vas-y, continue ton argument. je pars vraiment du principe que Nathaniel Wood va faire l'erreur de... Enfin, je pense pas qu'il aura les compétences de mettre au sol Keita. Ouais. Keita, ça va être quelqu'un qui est... Tu vois, je vois ce genre de profil, tu te touches, c'est raide, ça désengage, c'est vraiment... Il faut une lutte bien en chaîne pour pouvoir... ou alors vraiment qu'il soit fatigué pour pouvoir obtenir des takedowns. Et si tu les obtiens, c'est un prix d'énergie assez important. Euh, Ça, je suis pas sûr du tout que Nathaniel Wood soit capable de le faire, tu vois.
Ouais, Et quand bien même, si ça arrive dans la fatigue au 3e, je pense pas que Nathaniel Wood ait les compétences de le soumettre, ouais, par c'est ça, exemple. c'est ça. Même s'il perd les 2 premiers, il peut prendre le troisième clairement comme l'a fait Aguy Sardari, mais j'ai du mal aussi à le voir, soumettre, Keita. Ouais. Keita, on n'en a pas parlé, mais ouais, dans ce combat contre Aguy Sardari, je trouve qu'il a des bonnes compétences de survie. Ouais, bah oui, écoute, oui. Donc il est peut-être facile dans la fatigue, il est peut-être facile à dominer dans le département du grappling et de la lutte, mais ça va pas être facile d'aller chercher la sub. Je trouve qu'il défend bien la tentative d'étranglement arrière de Aguy Sardari, il tue dans l'œuf, donc voilà, Ah, mais il y a un autre combat où il s'est fait mettre au sol et il a renversé assez rapidement. Au ouais, mais moment c'était tôt dans le combat, je sais plus contre tôt qui dans le c'était. combat. Et le Heu, gars, le gars veut prendre une monte d'entrée de jeu et il met son bras et il soulève, tu vois. mmh Je sais qu'il y a un truc comme ça. Mais voilà, c'est ce genre de profil, c'est-à-dire que tu mets au sol, tu veux aller contrôler, et si tu vas trop vite dans tes étapes, et ben, il va trouver une sortie, hein. Ah oui, tu dois mais en Mmh. fait, ouais, encore une fois, athlétisme, tu dois garder une pression, tu dois pas le laisser recomposer, tu dois éviter qu'il ait une structure pour, avoir un levier Ouais, et et tu puis tu écrases dois quoi, ouais. suivre Mmh et utiliser souvent sa force, c'est surtout mh. ça. C'est vraiment utiliser la force, utiliser la surréactivité pour que presque qu'il tombe, que ce soit de lui-même qui tombe, tu vois? Mais franchement, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile ce genre Vraiment de pas profil. facile. Hem et d'ailleurs, un petit truc, je pense, dont on avait déjà parlé de Keita, mais c'est qu'il est très bon face aux kicks. Il contre très bien les kicks et donc ça peut être intéressant dans ce combat aussi, parce que c'est plus des calf kicks, qui sont envoyés par, Mmh. Wood et contre un Losene Keita, tu as pas trop envie de lui envoyer des middle, un peu comme, contre un Cédric Doumbé. Bref, par rapport au code de Paris, donc c'est sur la carte préliminaire. Ça fait aucun sens pourquoi ce combat-là et le combat de Axel Sola sont sur la carte préliminaire. Quand tu vois la carte principale de Londres, il y avait vraiment de la place à se faire. Mais bref, du coup, malheureusement, on n'a pas les cotes sur unibet.fr. Par contre, à l'international, le Sene Keita a ouvert favori aux alentours de 57%. L'argent est Mmh. rentré sur lui et maintenant il est à 65, 35. Ah! Ah ouais, franchement, C'est pas mal, hein? je C'est pourrais être pas mal. bookmaker, hein. Pas mal Ouais, ouais, là. ouais. Ouais, ouais, mais 65-35. ouais. Donc, il y a 16, enfin, il y a Moi? eu un déplacement de 16%, grâce à l'argent qui rentre sur le Séné Keita parce que les parieurs ont considéré que 57%, il n'était pas assez favori et que la valeur était dessus. Donc ça se stabilise un peu maintenant aux alentours du 65-35. Moi, j'avoue que, comme toi, à l'annonce du combat, j'étais plus sur un proche du pick-em, quand même léger avantage de Séné Keita. Oui. Après mon analyse d'hier, j'étais plus sur un 60-40. J'ai l'impression que le 65-35, c'est aussi genre, tu sais, quand tu as des combattants comme ça qui ont 9 décisions d'affilée, bah, il y a pas une grosse hype sur eux, en termes de volonté de mettre l'argent dessus et le Séné Keita, par contre, il vient avec une grosse hype. Donc je pense qu'il y a un décalage de 5% qui est plus sur, l'arc narratif et je crois qu'en 60-40 représenterait bien l'aspect sportif du combat. Ouais. Toi, tu es sur le 65-35. Bah, un 60-40, ça serait vraiment Nathaniel vient si avec une très bonne approche. ouais, très bonne approche, que j'ai confiance un petit peu sur son game plan, qu'il a montré des bonnes choses, qu'il s'est entraîné avec des profils très athlétiques, très explosifs, et qu'il arrive, par exemple, à prendre des dos, à s'installer, à travailler, à contrôler. Mais, heu, mais voilà, comme je suis vraiment pas sûr, comme il a jamais montré qu'il venait avec des game plans de ce type-là, mais bon, après, voilà, il a affronté quasi que des strikers, bah, je suis pas très confiant, quoi. Et c'est vrai, quand tu regardes dans ses partenaires d'entraînement, Et l'honneur Koundayo, Cavana, bah, c'est le Ekundayo, KT en dessous, hein. Corey Tate. Donc, Ah, c'est des KT en dessous, ça, c'est que des c'est pas 60. du tout le même style. Dominic Non, Wooding, après, hein? Dominic Wooding, Il est encore là-bas? il est encore référencé sur, Ouais, Tapology 61. chez eux. Non, mais il doit avoir, mais c'est là, tu me donnes que des 61, là. Ouais, Ça va être trop léger, ça va être, pas assez de force. ouais, Mais Kinsey ça Crawford, ouais, vite fait. ouais. Enfin voilà, ça me permettrait, si j'avais vraiment des indicateurs à l'entraînement, ça me permettrait de remonter, mais même avec ces indicateurs, je pense que ça risque d'être compliqué. OK, bah, j'entends clairement ton 65-35.
Salut à toi, je vais prendre 1 minute 30 de ton temps, déjà pour te remercier de regarder cette vidéo, et puis pour te dire qu'il y a plusieurs moyens de faire avancer notre projet et de supporter notre chaîne. Le premier moyen, il est 100% gratuit, il est ultra simple. Il suffit de liker la vidéo, de la commenter, de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et éventuellement de partager la vidéo à ceux qui pourraient être intéressés par ce type de contenu. Il y a un deuxième moyen, et là c'est des contributions financières, ça nous fait vraiment avancer, c'est de s'abonner à la chaîne en tant que membre. Alors ça te donne des avantages, on va répondre à tes commentaires d'office, et on va te donner accès à notre groupe WhatsApp exclusif qui te permettra de partager et d'échanger avec des personnes qui partagent ta passion, mais aussi tes valeurs. Après, il y a aussi quelques affiliations. Donc des affiliations, ça veut dire que c'est moi qui suis allé chercher ces marques parce que je crois en leur projet. La première, c'est Oco. Tu me vois souvent boire à cette gourde. C'est une gourde qui te permet de filtrer l'eau du robinet, la rendre potable dans la plupart des pays du monde. Et surtout, c'est ultra pratique. Tu vas dans un hôtel, au lieu de prendre plein de bouteilles d'eau, tu prends ta gourde Oco, tu remplis au robinet et tu as de l'eau comme tu le souhaites. La deuxième marque à laquelle on s'est affilié, tout le monde la connaît maintenant, c'est Nutrimuscle. Alors, il y a plein de marques de compléments alimentaires sur le marché. Nous, on a choisi Nutrimuscle tout simplement parce que il n'y a pas d'ingrédients inutiles. Ils mettent juste les ingrédients dont on a besoin. C'est bon, c'est accessible, c'est très professionnel et nous, ça nous plaît énormément. On le consomme nous-mêmes, comme tu as pu le voir. J'ai tous ces produits chez moi. Et donc pour ça, il y a des liens en description de cette vidéo. Il y a des codes promo qui te permettent de ne pas payer le prix plein. Et nous, de notre côté, on prend une petite commission, encore une fois, qui sera réinjectée dans le projet Fight Minds. On retourne à la vidéo. Alors, Axel Sola. Il est invaincu en 12 combats avec une égalité. L'ancien champion Ares a gagné 6 fois par KO, 1 fois par soumission. Il est passé professionnel avec 25 combats amateurs et il a été multimédaillé aux IMMAF. Comment décris-tu sa manière de combattre? Axel Sola, alors moi j'ai noté tout d'abord qu'il était gaucher et qu'il présentait un style un peu karaté lutteur. Je sais pas si il a fait du karaté dans sa jeunesse, c'est ça, non? Il me semble, hein. Ou pas? Ouais, il me semble. Je sais que Manon, oui. Et j'en parlais avec Aldric. On parlait souvent de karaté en off, donc je pense que Axel Sola, en tout cas le style d'Axel Sola, est inspiré du karaté, donc il doit en avoir fait quand il était jeune. Ouais, voilà. Après, c'est un gars en tant Ouais, que c'est bon, je te ouais. le confirme. Ouais. En tant que lutteur, alors pas lutteur de formation, pas lutteur type freestyle ou quoi que ce soit, mais vraiment lutteur MMA et plutôt lutteur cash, tu vois. Euh, Voilà, je pense que c'est un combattant qui est très complet, qui a une grosse expérience, mais pas que en nombre de combats, mais aussi en variété de styles de combat. Ouais. Donc, vu qu'il a fait les IMAF, il a affronté un petit peu toutes les nationalités, tous les styles différents. Quoi d'autre? Je pense que c'est un gars qui a montré qu'il avait un bon menton, un gros mental surtout. Ouais. Et que c'était un mec qui allait travailler jusqu'au bout pour la victoire. Ouais. Donc j'ai noté vraiment un gars qui travaille au fur et à mesure, un grinder, quoi, tu vois. Je pense que c'est un gars qui va être encore en progression. Je sais pas si tu as vu le rapide reportage de La Sueur, mais franchement, La Sueur, ils font du chouette boulot. J'ai regardé que en diagonale, malheureusement, malgré que c'était court, tu vois, j'étais un peu surpris, je voyais 12 minutes, j'étais un peu déçu, je t'avoue, j'aurais préféré, enfin, tu vois, c'est le genre de documentaire, j'aime bien quand La Sueur fait des trucs plus longs, plus posés. Maintenant, j'ai entendu dans un podcast hier, je fais un aparté, rien à voir, hein, j'ai entendu dans un podcast hier que les TED Talks étaient plus courts qu'avant. Moi, quand j'ai fait le mien, c'était 18 minutes. On te disait, il faut faire 18 minutes. Et apparemment, maintenant, c'est plus court. Donc, j'ai l'impression que l'impact TikTok a vraiment un changement sur beaucoup de trucs. Et voilà, j'espère juste que La Sueur ne se laisse pas trop emporter par la vague TikTok. Il faut faire des trucs plus courts maintenant pour augmenter le click-through rate. Parce que moi, c'est le genre de truc que j'aime bien quand c'est long, tu vois. Ouais, mais tu veux mettre quoi de long? Il va pas mettre tous ses entraînements et tous les trucs, tu vois. Ouais, le Ils mec, sont comme partis une semaine. Hein. Ouais, c'est vrai. Sur une semaine, c'est vrai que c'est plus On va condensé. pas le voir se balader. Je pense que moi, je trouve que le format, effectivement, comme ça, j'ai vu que pas mal de gens se plaignaient de la longueur. Mais ouais, tu as envie de voir les sparring, tu as envie de voir le type d'entraînement. Mais voilà, de l'autre côté, tu peux pas donner trop d'indications C'est à vrai. l'approche d'un combat, quoi. C'est vrai, c'est vrai que d'habitude, ils sortent leur documentaire après un combat. Et du coup, ils peuvent se permettre de faire des trucs plus longs. Bah ouais, Et là, c'est un avant. Donc, ok, ouais, merci pour l'argument. Mais Voilà, donc à décharge de La Sueur, je pense qu'il y a vraiment cet aspect-là qui était important, à ne pas trop montrer sur les sparring, parce que je pense que les sparring, c'était pas facile non plus, tu vois.
Et puis, bah, ça donne beaucoup d'informations pour l'adversaire aussi. Mais bon, pour revenir sur mon argument, c'était de dire que c'est un gars qui continue à chercher à progresser et puis bah, qui va chercher pas juste à progresser en bas de chez lui, quoi. Il va loin et puis il va où c'est vraiment solide, hein. Et ça, c'est une approche qui est importante quand tu as beaucoup d'objectifs, tu vois, d'être capable d'accepter de te mettre dans des situations très compliquées. Inconfortable. Ouais. Ah ouais, plus qu'inconfortable. Je pense que c'est plus qu'inconfortable de s'entraîner au Daghestan avec des gars qui veulent. Parce qu'il l'avait dit, pas dans la vidéo, mais dans une interview, que en gros, quand il vient, bah, lui, il est là tranquille, il vient pour s'entraîner, mais en fait, il se rend pas compte, mais il a l'étiquette UFC indirectement, tu vois. Ah, Et ouais. donc, tu as tous les gars qui le voient à lui, il faut que je prouve, quoi. Je veux Ouais, ouais, prouver ouais. que je suis capable tu vois, et donc, ça rajoute sur la complexité des entraînements. Hmm. Et C'est- surtout sur les premières fois. Maintenant, je pense ouais. que ça doit être un peu plus cool. Il doit avoir des partenaires d'entraînement où ça bosse, il n'y a plus trop d'ego, mais voilà, quoi. Après, enfin, tu vois, il y a toujours une question de proportion, tu vois, et c'est pas plus mal de temps en temps d'avoir, bon, plus loin des combats évidemment, mais de tourner face à des gars qui veulent se prouver contre Ah toi et bah, qui bien ont un bon sûr! niveau, parce que ça te met vraiment dans des situations que tu vas reconnaître en combat par la suite. Mais de l'autre côté, tu dois aussi avoir des partenaires avec qui c'est safe et tu peux vraiment travailler pour Ah ouais. progresser à Ah non, 100%. mais Ouais. c'est vraiment, c'est pour ça que je dis que il va encore progresser parce qu'il se met vraiment dans la difficulté d'aller voilà, dans ce genre de situation. Alors qu'aujourd'hui, à l'UFC, on voit des combattants qui vont choisir le truc confortable, s'entraîner avec des partenaires safe, un peu moins forts, pas être mis en difficulté. Et après, bah, dans la cage, c'est plus compliqué. Donc, moi, j'ai aucun doute qu'il fait le bon choix. Qu'il est capable de se remettre à des statuts où c'est extrêmement complexe et ça va le faire vraiment progresser. Ça, j'en suis certain. Ouais, j'ai vraiment, enfin, personnellement, je suis assez confiant sur l'intelligence d'Axel Sola dans son approche de carrière. Je pense que c'est Ouais, ouais. quelqu'un, comme tu le dis, qui a, tu vois, on parlait de karaté tout à l'heure, il a un peu comme toi cet esprit très martial. Je fais ce sport pour progresser. Ouais, peut-être, Et ouais. du coup, il a Ah un ouais. esprit aussi à la fois une vision de je dois progresser, je dois trouver le moyen optimal d'être le meilleur chaque jour. Et c'est cet esprit compétitif aussi Ouais, d'aller ouais. se mesurer au plus gros challenge pour justement se pousser à progresser davantage. Mais je pense que par contre, il doit, heu, enfin, il doit faire attention et enfin, pas lui, hein, mais l'entourage, le management doit faire attention parce qu'il a des objectifs très hauts, qu'il veut se challenger à chaque fois et que, bah, il y a des fois, faut ouais, Pas se ouais, brûler on les y ailes. va et Ouais. puis tu tu redescends un peu le niveau pour monter, Mmh. je vais pas dire progressivement, quoi, mais pour pas se brûler les ailes, ouais, je Ouais, pense que c'est c'est une ça. bonne expression. Mmh mh. Écoute, encore une fois, toutes mes notes, tu es passé au travers au niveau des forces. Moi, la faiblesse, bah, je pense que tout le monde le dit, hein, c'est la défense debout et particulièrement en début de combat et particulièrement sur les crochets. Ouais, j'ai l'impression qu'il a corrigé, non? Il se fait quand même toucher en début de Contre round, Ismaki, contre Ismaki, hein. ouais, Il y il a en une prend alerte, encore, hein? hein. Ouais, il y a eu Hein? quelques alertes encore. Je trouve qu'il y a eu encore quelques alertes. Donc, pour l'instant, c'est vraiment le point sur lequel il faut rebondir quand on parle des ouvertures qu'il laisse à ses adversaires. Ça a été exposé par Imavov, ça a été exposé par Oudela. Oudela. Et je pense pas que ça a été encore à 100% corrigé contre Ismaki parce que, Il se fait toucher, ouais. ouais, il se fait toucher Je dans le trouve que deuxième, c'est hein, je pense. Donc, je trouve que c'est mieux quand même sur Ismaki, mais c'est un des problèmes entre guillemets de quand tu passes du karaté au MMA, c'est que, bah, le karaté, tu vas un petit peu à la touche, caille comme ça et puis tu as un point et tu as pas un check-hook qui arrive dans ta tête, tu vois? mais d'ailleurs, c'est la running joke depuis des années de Jack Stacks, hein. Ah ouais? Ouais, il se moque du karaté combat parce que il y a toujours des mecs qui prennent des KO sur des crochets gauche. Et c'est le Ah ouais? running joke. Ouais, ouais, c'est Ah, la je savais blague de pas, Jack tiens. Stack. Ouais, ouais, il arrête pas d'en rire. Et donc, c'est marrant que tu fais le lien parce qu'en fait, oui, maintenant, ça tilte à tous les niveaux. C'est vrai que quand tu viens du karaté, ouais, debout, les crochets, c'est peut-être ce que tu défends le moins bien. Ouais, ouais, je pense sincèrement et puis, ben, en fait, le problème, c'est quand tu passes en MMA, tu fais quand même beaucoup de kickboxing, de boxe anglaise, tu vois? Et à mixer, ben, il y a une toute petite adaptation à faire.
une toute petite adaptation à faire pour éviter de se faire connecter. Si tu regardes un petit peu sur la boxe, enfin, pour ceux qui viennent du karaté, moi je trouve qu'une des boxes qui est peut-être la plus adaptée, c'est la boxe soviétique, Soviétique, ouais. où tu rentres, tu sors, tu es beaucoup en train de déplacer. Et en particulier, ce qui est intéressant quand tu fais ton in and out, c'est de toucher, partir au moment où il y a le check hook qui arrive, tu vois, et rentrer derrière, tu vois. Mhm. Donc ça va peut-être être des choses comme ça, ouais. Ou alors, quand tu rentres un petit peu à la McGregor, lui c'était sur le bras arrière, mais vous allez voir ce que je veux dire, il va envoyer son bras arrière et il va passer sur son roll under, tu vois, Ouais. pour éviter le check hook. Donc non, lui il va pas être dans ce cas de figure, mais pareil, il pourrait sur son jab faire son roll under en dessous ou ce genre de situation, quoi. À voir Mais comment je il pense que adapte ça va être ouais. encore corrigé. J'ai l'impression, sur le dernier combat, je suis un peu plus rassuré. Ok. Par contre, clairement, plus jamais les 4 coups d'affilée dans les 10 premières secondes face à un boxeur, ça faut plus le faire. Ouais, là, c'est contre Définitivement. Mason Jones, donc justement, on va en parler. Ancien double champion du Cage Warriors, il signe à l'UFC quand il est à 10-0. Il est un peu trop généreux dans son approche, donc il fait pas un bon premier run à l'UFC. Je trouve qu'il était en dessous de ce qu'il est capable de proposer. Il retourne au Cage Warriors et montre qu'il y est trop fort avec 4 victoires. Donc, il signe à nouveau à l'UFC et là, il est à 2-0. Donc, il est à 6 victoires consécutives et il est à 17-2 en carrière avec 8 victoires par KO et 3 par soumission. Je te passe la balle pour aller dans le détail de son style. Oui, juste avant, pour revenir sur son parcours, de mémoire, hein, il fait un combat incroyable contre Mike Davis pour son premier combat. Mike Ouais. Davis était quand même solide. Ah Ouais. bah ils ont combat de la Performance soirée. of the Night, ah ouais, ce combat, c'est une pépite Fight à of the regarder. Night. C'est un kiff à regarder. Après, il affronte Alan Patrick, je sais pas si tu te rappelles, mais c'est un no contest. Ouais, il le domine de ouf. Il prend un Mais no ouais, contest. il était en train de prendre cette victoire, il perd, et il gagne David Onama, C'est pas rien, il est dans le top 15 maintenant. et il perd contre Ludovic Klein. C'est Ouais, pas honteux, quoi, tu c'est vois. pas honteux du tout. Du tout, hein. Et à la décision, et Ludovic Klein, voilà, c'est... Et Ouais, puis ouais. bah, après, il retourne au Cage Warriors pendant quelques temps. Donc son style, droitier. Donc c'est un ancien judoka, si je dis pas de bêtises. Alors, Enfin oui, non, j'en suis sûr même. ouais, donc 3-0 en boxe anglaise avant de passer en MMA. Ceinture noire de judo, ceinture noire de jiu-jitsu. Et taekwondo, hein. Mais dans ouais, sa en fait, jeunesse. moi, on l'avait dit dans un précédent podcast, sur Google, je trouve aucune référence quand tu tapes Mason Jones Taekwondo, mais je suis assez persuadé qu'il en a fait. C'est pas noté sur quoi que ce soit, mais quand il se préparait pour Donovan Desmae, Ouais. je me rappelle avoir vu des images de lui qui travaillait avec sa copine, je pense. Ah, mais c'est sa copine qui fait du taekwondo. Ah Et ouais. tu le voyais vraiment envoyer des kicks à la taekwondo. Il a une souplesse de jambes assez incroyable. Et quand il décide de sortir ses kicks en combat, ça fait mal, quoi. Donc ouais, moi j'ai mis entre parenthèses taekwondo parce que je trouve pas de référence, mais je pense qu'il a un peu bossé ça dans son cursus martial. Bah écoute, c'est sur l'UFC, Ah, si je dis ok. pas de bêtises. Bon, ben, Donc plus d'infos, actif, 30 ans. Où est-ce que j'ai vu ça? J'ai cru voir ça, là. Moi, je l'ai vu, je crois que c'est Ah, le voilà. Cage Warriors qui avait fait un Alors, countdown. pro ou un truc depuis 2017. Ah, c'est dans les questions. Quand as-tu commencé à t'entraîner? Contrôle F, taekwondo. Ça ira plus Attends, vite. mais je viens de voir. Ah, voilà, tout en bas. Style, placement dans les différents styles arts martiaux. Donc, ceinture noire de jiu-jitsu, ceinture noire de judo, ceinture noire de kickboxing. Ouais, ça j'avais vu aussi sur Ancien Wikipédia, je l'ai pas noté. Ancien boxeur professionnel et combattant de Muay Thai et avid taekwondo, TKD. Je sais pas ce que c'est avid. Avid, TKD. c'est passionné, on va dire. C'est pas la bonne traduction, mais enfin quoi que non. Passionné par aficionados ou quoi? Ouais, c'est ouais. Ouais, passionné, je pense. Bon, bah voilà, tu vois, il a pas de ceinture, mais bon, il a un très bon taekwondo et je pense que ouais, t'as raison. Je pense qu'est-ce que j'ai mis d'autre, moi, sur... Ouais, voilà. Ah non, j'ai juste mis des bases en taekwondo, tu vois. Ouais, bah, plus que basse quand je vois ses kicks, mais mais oui, il a travaillé, quoi. Moi, j'avais aussi noté, bah, écoute, on sent qu'il a fait de l'anglaise, je trouve. Il a un très bon jab. Il se positionne Ouais. bien pour son jab. Il l'envoie bien. Moi, je reprends toujours la référence de quand Donovan était revenu de son combat contre Mason Jones. Purée, il a la tête dure. Genre, tu te fais mal quand tu cognes sa tête avec tes poings. Il a un très bon clinch. Je trouve que les projections qu'il a faites contre Bolaji Oki, j'étais assez impressionné. Et alors, il y a un truc qui m'a marqué en faisant son analyse hier.
Bolaji, ok, envoie un spinning elbow, un coup de coude retourné. Et Ouais. 3 secondes après, il envoie le sien. Et il y a eu la même chose contre Donovan. Donovan avait envoyé un coup de coude retourné. 3 secondes après, il en envoie un. Et il y a eu pareil après contre Bolaji, qui cherche à l'amener au sol. Mason Jones, quelques secondes après, l'amène Ah, au sol. Et donc, je me dis, il y a peut-être un. Alors, moi, je fais une analyse macro. Donc là, c'est plus le travail de Aldrich. Mais il y a peut-être un pattern chez Mason Jones qui peut être exploitable. Genre, sur certaines techniques, il va peut-être essayer de la refaire dans les 10 secondes qui suivent. Et donc, je ouais, prends l'exemple d'un coup de coude retourné. Si tu envoies le tien et tu sais que dans les 10 secondes, il y en a un qui arrive, tu peux peut-être tu plonger prends en le dos. dessous. Voilà, tu prends le dos. Donc, à analyser de Ouais, plus près. c'est l'effet miroir, ouais, qu'on retrouve Ouais. souvent en combat. En boxe taille, Qu'on- d'ailleurs, tu as dit, hein, il a fait de la boxe taille aussi. Donc, c'est. Ouais. Ouais, bah en boxe taille, c'est même presque un principe, hein. C'est tu prends un coup, tu en rends deux, tu vois. Ouais. Et donc, genre, tu prends un low kick, tu en mets deux low kicks. Ouais, Ouais, Liam Harrison, c'est comme ça qu'il a développé ses triple low kicks, tu vois. J'en ouais, mets un, j'en prends deux, j'en mets trois, tu vois. ouais, c'est ça. Écoute, c'est intéressant, effectivement, l'effet miroir, de peut-être avoir ça en tête sur des techniques, alors pas sur le jab, peut-être pas, tu vois, mais sur des techniques qui ont fonctionné ou qui sont un petit peu, on le voit énormément, tu vois, s'il y en a un qui met un coup de pied retourné, le mec, je sais pas, il dit, tiens, moi aussi, je sais faire, et il y va, quoi. Mais j'ai Un coup l'impression de que c'est coude ça, c'est vraiment retourné, ça, ouais. ouais. Ah ouais. Donc, Ouais. je me rappelle que Donovan les avait beaucoup travaillé pour ce camp d'entraînement. D'ailleurs, c'est le seul knockdown que j'ai pris dans ma vie. Donc, je l'avais mangé. Et puis, quand je l'ai vu mettre dans le combat, je fais ouh, c'est pas passé loin. Et puis, je vois un Mason Jones qui le remet 5 secondes plus tard. Donc, ça m'avait marqué ce moment. Et donc, Mhm. quand j'ai vu que ça s'est reproduit donc, contre Bolaji Oki et que dans le deuxième round, il y a Bolaji qui essaie de le mettre au sol. Et puis, 10 secondes après, c'est Mason Jones qui shoot sur son takedown. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être un pattern. Il y a peut-être un pattern d'effet Effectivement, miroir. Ouais. effectivement, ouais. Après, c'est peut-être 3 moments isolés et puis il y a pas d'autres moments, donc il faut pas tirer ça. Mais voilà, pour ceux dans le coin de Axel Sola, il y a peut-être un truc à regarder en revoyant tous les combats de Mason Jones. Ouais, exactement. Et donc voilà, moi, le dernier truc que j'ai noté, c'est il est encore un peu généreux et entre parenthèses ouvert dans les échanges et dans l'approche. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est un peu le même profil. C'est un peu le même profil que Nathaniel Wood, hein. C'est un gars qui vient et puis bah, il peut se faire ébranler et en fait, il va rentrer dans... J'ai l'impression que c'est des gars qui sont performants dans la difficulté, tu vois. Mmh. Euh, il va avancer, il va prendre des coups, l'autre va se fatiguer sur lui et puis il va continuer. Il va pas envoyer des frappes qui sont forcément très puissantes, mais, euh, mais il va submerger tout simplement. Et puis voilà, ouais. C'est un combattant qui manque quelque chose. Je pense pas il va grimper, qu'il va énormément progresser, tu vois, Mmh. mais qui est très, très problématique à affronter, ouais. Ouais, il a vraiment ce profil du gars qui est très bon, vraiment très bon. Il y a un plafond de verre quelque part. Il lui manque quelque chose pour vraiment aller, très loin et c'est pas au niveau des compétences, je Bon, trouve. il est un peu flat-foot, non? Il a pas un peu les pieds, tu vois, Ouais, c'est pieds vrai, ouais. plats quand il avance. Il manque un peu de déplacement. Sa tête manque un peu de mobilité. Ouais. J'ai l'impression, Souvent, les gars qui ont la tête dure comme ça, ils ouais. ils préfèrent encaisser qu'avoir Et puis, les bah, tu mouvements de l'as dit, muscles. c'est des combattants qui sont complets un peu partout et au final, bah, ça manque de quelque chose. Je Ouais. pense que c'est un combattant, je suis persuadé que s'il lâchait un petit peu le striking et qu'il basait vraiment plus sur sa lutte et son grappling, il serait encore plus problématique, tu vois. Ah, ce qu'il a proposé contre Bolaji, en lutte et en grappling, j'ai trouvé ça très, très beau, moi. Ouais, ouais. Avec la base de judo qu'il a, s'il bosse vraiment sur le bas du corps aussi, sur les jambes, tu vois, Mmh. et qu'il travaille. T'as vu son grand hand il était solide, hein. C'était Waouh! violent, hein. Ouais, C'est ouais. vraiment le genre de profil qui pourrait vraiment, je pense, si demain il partage, il dit les amis, c'est bon, je mets le striking un peu de côté, et je mise tout sur la lutte et le grappling, là je te dirais, il peut aller loin. Intéressant. Alors, la partie intéressante de ce combat, je trouve la stratégie. C'est un peu ce qui a manqué à Mason Jones dans son premier run UFC et c'est une nécessité. Et pour Axel Sola, je pense que c'est important ici de venir avec une bonne approche stratégique. Un truc que toi tu dis souvent, Brian, c'est si on avait appelé les deux combattants pour qu'ils s'affrontent le lendemain, ici je pense que dans cette hypothèse, je donnerais Mason Jones favori. Et donc, quand on dit, OK, si les deux devaient s'affronter demain sans stratégie, c'est combattant A favori, ça veut dire que c'est plus au combattant B de venir avec un vrai plan bien réfléchi pour inverser cette tendance. Est-ce que tu es Mmh. d'accord avec ça? Et peu importe ta réponse, quels angles stratégiques sont à privilégier pour le français? Heu, mmh.
Écoute, pour moi, c'est un combat que je trouve difficile à pronostiquer, difficile sur lequel à se positionner, quoi. C'est vrai que bah, voilà, Mason Jones, il a fait des belles prestations, il a été assez impressionnant. Euh, on parle bah, Axel Sola, il y a eu des inquiétudes, mais c'est vrai que sur ces combats, moi, je le trouve très bon. C'est vrai que quand le combat a été annoncé, je me suis dit, ça va être compliqué pour Axel Sola. Je pense que beaucoup se sont dit ça aussi. Ouais. Maintenant, en revoyant les combats, je trouve que c'est pas, je trouve que c'est un bon combat, quoi. Je pense que ça va être plus serré que. Je pense que, enfin, pour moi, si je devais mettre, je mettrais un pick-em, tu vois. Bah, écoute, Je pense que les deux ont vraiment leur épingle du jeu à tirer et que ça va être pas facile ni pour l'un ni pour l'autre. c'est un peu mon même cheminement, on va dire. Je voulais en parler pendant les pronostats. Donc, juste pour revenir sur la partie game plan, on est en garde ouverte. Donc, je pense Ouais. qu'il y a un côté hand fighting qui est très important. On a parlé du jab de Mason Jones qui est bon autant en garde ouverte qu'en garde fermée. Donc, je crois que du côté d'Axel Sola, il va devoir y avoir un petit jeu de contrôle demain, même si c'est pas la classique des karatékas, on va dire. Ben voilà, tu as quand même Conor McGregor et Lyoto Machida qui utilisaient ça bien en garde Ouais. ouverte. Je trouve que Mason Jones est ouvert au corps. Donc voilà, quand tu viens du karaté, les push kicks, les middle, ça peut être assez intéressant. Et j'aurais tendance à dire pour Axel Sola, il faut amener le combat dans son domaine de prédilection, quoi. Pousser à la cage, venir essayer de le fatiguer, de le lutter. Ah ouais, tu penses, toi? Je pense qu'il y a des ouvertures debout, mais je crois que si Axel Sola parvient à mettre au sol, c'est là où il a le plus plus d'écart de niveau. Moi, je t'avoue que je vois un léger avantage en fait, un léger avantage debout, notamment parce que c'est de la garde ouverte. Et je pense que Axel Sola, s'il travaille vraiment, bah, comme tu l'as dit, avec son fighting, avec ses kicks, avec son bras arrière, aura pour moi l'avantage, tu vois. Il pourrait vraiment se déplacer, toucher, se déplacer, toucher, embêter Axel Sola, qui lui est beaucoup plus type un peu box style, il va avancer, il va Embêter essayer de Mason cadrer. Jones, tu veux dire. Ouais. J'ai dit quoi? Embêter Axel Sola. Ça, c'est Ah s'il oui, combat non, contre excuse-moi. lui-même. Ouais. Il pourrait embêter Mason Jones. Ouais. Mason Jones, qui, je suis pas sûr que ce soit un très très bon cadreur aussi, tu vois. Ouais, De mémoire, je le vois. la manière de se déplacer, c'est pas vraiment du cadrage. Il suit beaucoup. Il suit beaucoup, hein. Voilà, tu vas pas le voir retourner le centre pour récupérer une meilleure position, un meilleur angle, hein. Ouais. Donc moi, si ça devait se passer debout et qu'aucun des deux veut échanger en lutte, je pourrais voir Axel Sola prendre les rounds, hein. Hum. Ah ouais, avec du entrer-sortir, du bras arrière, des kicks déplacés. Ah, il devrait un peu bosser ses mouvements latéraux aussi, non? Dans ce cas-là? Enfin, travailler les angles, en fait. Axel Ouais, Sola, oui, cela. oui. Ouais, parce que Ouais, bien voilà, sûr. quand tu viens du karaté, c'est beaucoup linéaire, hein, in and out. La plupart de ceux Bah, qui c'est viennent du surtout. karaté, on dit souvent c'est très linéaire. Les déplacements latéraux, c'est ce qui pose problème. Ici, s'il y a un petit travail dans son camp d'entraînement sur se déplacer latéralement face à quelqu'un qui suit Bah, beaucoup en Mason ouais, Jones. surtout sur la droite, hein. Ouais, Surtout sur la droite, c'est ce qui est souvent le plus problématique, parce qu'il est gaucher, hein. ouais. Donc, pour déplacer sur la gauche, dans la continuité de ses pieds, tu vois, en pas chasser, ça, c'est pas un problème. Par contre, pour déplacer sur la droite, s'il change pas de garde, c'est plus compliqué, tu vois. Ouais. Mais il a montré, par exemple, sur son dernier combat, qu'il y avait, tu vois, si son adversaire envoie un jab, qui va envoyer un contre avec le bras arrière, ce genre de choses, je pense que ça peut bien fonctionner. Je pense qu'il peut réellement embêter et pousser Mason Jones à vouloir lutter à un moment donné, tu vois. Ouh, dans ce sens-là. Ouais, ce serait Ah ouais, moi si on se retrouve dans ce cas de figure, je trouverais ça très, très intéressant aussi. Mm, mm. Et Mais voilà, par pour contre, ouais. en lutte, moi j'aurais un petit peu peur de la fatigue qui pourrait s'accumuler face à. Je pense que c'est. Enfin, Mason Jones à mettre au sol, ça va pas être simple, tu vois. Tiens, statistiquement, est-ce qu'il a déjà pris des takedowns, l'ami Mason Jones? Il en met 8 lui-même contre Jeremy Stephens, il en met 2 à Bola Giochi, il en met 8 contre David Onama, il en met 2 à Allen. Non, il en prend 3 contre Mike Davis. Il faut remonter à son combat contre Mike Davis pour voir un peu ce que ça donne. Mais 3 takedowns qui se cumulent à 50 secondes de contrôle. Donc, Ouais, ce qui ouais, veut dire effectivement. quasi rien, quoi. Ouais, je pense que Mason Jones est non seulement difficile à mettre au sol, et en plus, les 3 takedowns, c'est au premier round et c'est 43 secondes de contrôle qui sont cumulés. Faudrait retourner voir ça, tiens. C'est un combat qui est Ouais, tellement ouais, c'est plaisant que j'irais bien intéressant. voir pour voir ce que ça donne. Ouais. C'est vrai que je pense que c'était assez, enfin,
Ça bougeait pas mal. Hein. Pour Ouais, être ouais. combat de la soirée, ça devait bien bouger. Ah non, non, de tête, j'avais kiffé. Je pense que c'est quand on avait fait l'analyse de Ziam contre Mike Davis. J'étais allé revoir Mike Davis contre Mason Jones et j'étais là, je fais, ah, ça c'est le genre de combat qu'on aime bien analyser, tu vois, parce Mhm. que c'est comme hier soir, tu vois. Hier soir, moi, j'ai pris mon pied à revoir des combats de Nathaniel Wood, d'Axel Sola, de Mason Ah Jones oui, pareil. et de Losene Keita. C'est un petit kiff hier soir de préparer. Bref, Mhm. pour Mason Jones, pour moi, il n'y a pas énormément à préparer. C'est plus une logique à suivre. Je pense que mettre Axel un maximum sur son pied arrière Ouais. pour l'empêcher d'avoir un travail de kick et pour rester loin de la cage aussi, ce que tu l'as dit, Axel Sola, c'est un très bon lutteur, mais surtout très bon lutteur à la cage. Donc, si tu laisses de l'espace derrière lui, déjà, c'est plus de travail pour t'y amener. Et alors, avoir plutôt l'objectif de travailler au boxing range. Mais en étant attentif dans la boîte, parce que Axel Sola, je trouve qu'il progresse énormément dans la boîte aussi. Essayer d'installer son jab, même si on est en garde ouverte, et imposer Mhm. un rythme soutenu dès le début. Je pense que le rythme Ouais, je aura pense. beaucoup d'importance. Si tu arrives à mettre cette pression, à mettre Axel Sola toujours près de la cage, ce que Dagir Imava avait fait en début de combat, lui mettre un volume de jeu assez élevé, frapper dur, et ouais, et il y a moyen de le mettre dans une position inconfortable. Même Chercher, voilà. chercher les contres. Et ouais, c'est ça, pas laisser d'espace en cherchant le contre aussi, ouais. Ouais, je pense que ça pourrait être sa stratégie à Mason Jones, comme tu l'as dit, mettre de la pression. Je pense qu'il a un bon front kick, hein, tout ce qui est Ouais. stab kick au corps ou genre de choses, ou push kick, il va avancer, il va mettre de la pression. Et effectivement, s'il y a un bras arrière, pouvoir glisser et puis aller chercher les coups durs. Mais je pense que Mason Jones, ça pourrait être sa stratégie. Et moi, je pense qu'il pourrait vouloir aussi à un moment donné mettre au sol, quoi. Je pense sincèrement qu'il va vouloir mixer. En tout cas, je pense qu'il aura intérêt à vouloir mixer aussi. Alors, niveau. Tu voulais dire encore quelque chose sur la strat? Non, mixer, Ouais. si, mais peut-être en lutte. Je pense que par contre, Mason Jones, sa lutte sera moins énergivore que celle d'Axel Sola. Axel Sola, il y a quand même beaucoup de. Il va De rentrer dans les pression? jambes. Ouais. Ouais, beaucoup de pression, rentrer dans les jambes. C'est plus énergivore que de la lutte type judo où tu vas chercher les déséquilibres, tu vois. Mmh. Quand tu regardes c'est la projection, le step around throw, tu vois, le polish Ouais, throw, là, superbe. Ouais. tu vois, sur Bolaji, ça demande pas de force. Tu vois. Mmh. Tu passes ta jambe derrière, tu fais un petit déplacement et c'est assez impressionnant, mais il y a aucune force qui est utilisée. Ouais. Et donc je pourrais le voir aussi chercher à prendre des avantages en lutte. Surtout que ça a été payant sur sa dernière sortie, donc Ouais. Ah, franchement, ce combat-là, ouais. je le kiffe vraiment, il est trop bien. Merci au matchmaker, parce qu'on critique beaucoup l'UFC pour l'instant de ne pas faire des tout gros combats, mais quand tu regardes la dernière carte et cette carte-ci, Ouais. sur tout ce qui est hors top 15, je trouve qu'ils font les bons choix en termes de matchmaking pour plaire au public. On a vraiment une très belle carte, un très beau Fight Night dernièrement avec des noms moins connus, mais pour ceux qui connaissaient, on savait qu'on s'engageait dans quelque chose de fun. Et ici, les deux combats dont on a parlé, et il y en a d'autres sur la carte, ils sont vraiment bien foutus. Donc même s'il n'y a pas l'enjeu ceinture ou des gros noms qu'on connaît bien, ça devrait nous plaire. En tout cas, avant le combat, moi je suis très intrigué par beaucoup d'éléments. Donc niveau pronostat, je pense que ça va te plaire. On en avait parlé de ce combat à l'annonce et moi j'avais situé, si je dis pas de bêtises, ce combat comme étant compliqué, mais aussi à la portée d'Axel Sola, en évaluant ça à 60-40 pour Mason Jones. La cote d'Axel Sola à l'ouverture, c'était plus 185, donc on était entre 60-40 et 65-35. L'argent est massivement rentré sur lui. Aujourd'hui, on est Ah! discrètement en dessous du 55-45 pour le Gallois. Donc c'est très très serré pour papier. On penche légèrement côté Mason Jones. Discrètement en dessous de 55, donc on est genre sur un 53-47, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, ouais. Ah bah écoute, ouais, moi je te l'ai dit, hein, je voyais plutôt un pick-em, je voyais vraiment un 50-50. Je peux rejoindre les cotes à un 53, 55, notamment parce que c'est à domicile. Euh, ouais, je peux rejoindre les cotes là-dessus, mais j'ai vraiment du mal à me projeter. Et comme toi, quand ça a été annoncé, et je pense qu'on n'est pas les seuls, hein, on s'était dit, ouais, ça va être chaud, et je pense que tout le monde s'est dit que Mason Jones était favori, tu vois. Ouais, en fait, moi, c'est ça. Donc, je l'avais dit à l'annonce du combat, si je voyais un 60-40 Mason Jones sans faire d'analyse, c'est que je le voyais sur papier favori. Et c'est vrai que hier soir, je me suis un tout petit peu rassuré en revoyant des combats d'Axel Sola et en revoyant les deux dernières sorties de Mason Jones.
Sache, bah, écoute, ouais. tout ce qui se rapproche du 50-50 fait sens. Ouais, bah, moi, c'est pas un tout petit Ouais. peu rassuré, hein. 10 points de 10 points de pourcentage, c'est bien rassuré, tu vois? Ah ouais, bien sûr, Je ouais, donc Ouais, j'ai ouais, fait le même chemin que les codes de Paris en vrai, tu vois? pareil. 60-40, peut-être qu'ils penchent vers le 65-35 et en réalité, Mmh. tu te rapproches du 50-50 et ça, c'est beaucoup plus logique, ça reflète beaucoup plus le combat donc Et donc, ouais, et donc ouais. tous les fans, d'Axel Sola qui sont un peu inquiets par ce combat-là, bah, on vous invite à aller regarder les derniers combats des 2 protagonistes. Vous serez sûrement un peu plus rassurés comme nous on l'est, quoi. Ouais, bon, pas rassuré en mode il va gagner, mais Bah, c'est faut beaucoup plus à jamais, sa hein. portée que ce que j'imaginais sur papier et Idem. ah purée, vivement samedi, en plus, c'est aux heures européennes, ça fait plaisir. On va pouvoir regarder ça en live, vraiment bien posé. Brian, un tout grand merci. On a dépassé 1 heure, mais ça méritait. Je pense que ces 2 Ouais, combats je pense que ça méritaient beaucoup méritait. de visibilité. À jeudi! Ciao, ciao les Ciao, amis! ciao.